Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et merci de suivre Contact Pro Live. Encore, c'est un réel plaisir, encore une fois de plus, de me retrouver devant vous pour la présentation de ce nouveau numéro où nous allons parler avec Papa Louboya sur la question de l'air. Mais nous avions essayé un peu de subdiviser notre sujet. La question de l'air, il y en a tellement nombreux aujourd'hui en République démocratique du Congo. Nous avons un gouvernement qu'on attend, il y a des problèmes à l'est du pays. Mais nous sommes dit, dans cette émission, nous allons vraiment dans la profondeur. Nous cherchons où on peut commencer, par où on peut commencer à donner des solutions à la République démocratique du Congo. Le problème, nous avions constaté, c'est sur la base. Nous allons commencer sur la base. Nous savons que papa a passé les âges. Il connaît un peu l'histoire de notre pays. Sur toute cette matière-là, il y a trois sujets ici. Nous pensons que ces analyses, ce point de vue peut nous aider finalement à comprendre où est-ce que nous pouvons commencer pour redresser le pays. Bonjour papa. Bonjour. Comment ça va? Bien. Ça va bien. Oui, oui. Nous sommes retrouvés la dernière fois avec Tabalaï. Oui. Vous aviez parlé et tout le monde était content de votre rapport sur Tabalaï. En tout cas, merci beaucoup. Recevez ici les remerciements de l'organisateur de ces émissions. Papa, aujourd'hui, nous nous sommes dit, il y a un problème en République démocratique du Congo. Il y a une certaine cacophonie. On ne sait pas exactement comment la structure de notre pays est. On entend parler de ce qu'on dit, le peuple d'abord, le peuple d'abord. On se pose la question, finalement, la base, c'est quoi? Le peuple, c'est quel peuple dont on parle, dont on continue, le politicien continue à chanter. Non, il faudrait le peuple d'abord, il faudrait se donner d'abord, travailler pour le peuple. Mais dans les actes, nous voyons que beaucoup de politiciens travaillent pour eux. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous définissez d'abord la base? Comment est-ce que le pays était organisé afin de donner la base, ce pouvoir-là? Oui, la définition qu'on essaie de donner à la base aujourd'hui, c'est une définition politicienne qui n'a rien à voir avec la réalité de la base. Ici, souvent, dans nos échanges, je me suis souvent référé au passé. Oui. Comment, par exemple, on a vécu avant la colonisation avec la base, oui. Pendant la colonisation avec la base, et
après l'indépendance, comment on a vécu avec la base. Je crois que si nous comprenons très bien la structuration de la base pendant ces 3 périodes, nous pouvons aujourd'hui nous orienter, voir comment, quand nous parlons de la base, qu'est-ce que nous voulons réellement. Qu'est-ce que la base d'abord, la définition de la base? La définition de la base, nous retrouvons en fait la réalité même de la population. En ce sens que nous saisissons les réalités profondes qui sont liées aux traditions des gens qui ont peuplé l'espace de la République démocratique du Congo, et nous essayons d'appréhender leurs préoccupations pour voir comment est-ce qu'on peut orienter le développement, comment on peut impulser le développement. Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, avant la colonisation? Avant la colonisation, effectivement, la base était une réalité de développement. Même si on avait un empire, même si on avait un grand royaume, si même on avait une grande communauté, tout partait de la base. Comment tout partait de la base? C'est-à-dire que, il était reconnu du temps avant la colonisation l'impact d'un parent dans sa famille. Et après sa famille, il y avait la lignée qui était reconnue. Et les notables qui siégeaient autour du roi ou de l'empereur sortaient automatiquement de ces familles ou de ces lignées, selon, comment je peux dire, leur importance dans la communauté. Parce que dans la communauté, vous allez trouver certaines lignées qui étaient spécialisées, par exemple, dans l'agriculture, qui étaient spécialisées dans la pêche, qui étaient spécialisées dans la médecine, qui étaient spécialisées dans tel ou tel autre domaine. Et cela se faisait naturellement à partir de cette base-là. Et c'est cette base-là qui, en s'agrandissant, vous avez des familles, par exemple, de pharmaciens, vous avez des familles de ceux qui guérissaient et tout cela, quand bien même on est venu nous dire après que ce sont des sorciers, mais c'était des pratiquants qui en fait rencontraient les préoccupations de la population à la base. Et c'est à partir de cette base-là que la colonisation, quand elle est arrivée, elle a essayé de s'asseoir là-dessus. La colonisation, quand elle est arrivée, on a vu qu'elle a essayé de créer les subdivisions administratives sur le territoire congolais. Elle a commencé avec les chefferies, les territoires, les districts, les provinces. Et voilà un peu comment est-ce que la colonisation a procédé. Est-ce que, si je peux poser la question, est-ce que les districts, les chefferies avaient un mot à apporter que le colonisateur pouvait, nous sommes dans ce temps-là, pouvait en tenir compte que non, voici ici ce que nous avons besoin, voici. Est-ce que le colonisateur tenait compte de ce que, ou bien il était question à ce que le colonisateur vienne dire ce que vous devez faire? La colonisation avait l'objectif d'adopter, c'était en fait de s'enrichir, de prendre les richesses du coin, les envoyer dans leur pays et essayer de se développer à partir de leur pays. Ils ne tenaient pas compte du développement de la base. Ils ne tenaient pas compte du développement de la base. Mais il y a eu certaines activités qui ont été laissées à la base. Donc, je peux dire qu'ils dirigeaient leurs actions justement pour faciliter le moyen de s'enrichir. Donc, s'il faut, par exemple, s'il faut développer un coin ou bien construire une route, c'était en fonction de l'évacuation de leur matériel, donc en fonction de leurs intérêts. Ainsi, donc, ils ne dirigeaient que leurs actions en fonction de ce qu'eux gagnaient. Et c'est ce qui explique que s'ils sont parvenus à quadriller administrativement le pays,
c'était plus en fonction des objectifs de toujours continuer à s'enrichir. Toutes les grandes villes que nous avons connues en République démocratique du Congo ont été construites à partir des objectifs qui répondaient à la rentabilité extérieure et non à la rentabilité intérieure. Oui. Souvent, je m'amuse à donner, pas que je m'amuse, mais c'est la réalité. Souvent, je donne l'exemple, par exemple, de Mbuji-Mayi. Oui. Vous voyez que les instances internationales ont proclamé la République démocratique du Congo premier producteur du diamant industriel. Oui. Ce diamant industriel est produit en Mbuji-Mayi. Mais les répercussions de cette position de première position, des producteurs de diamants sur le plan industriel, les répercussions au niveau du pays, mais au niveau de Mbuji-Mayi, on ne voit pas ça. Rien. Mais si vous allez à Anvers, vous allez trouver effectivement que oui, ces gens-là travaillent. Et c'est le diamant industriel qui a fait ça. Si tu vas à Bruxelles, tu vas trouver des infrastructures qui ont bénéficié en fait de cette position du diamant industriel du Congo sur le plan international. Donc vous voyez que le diamant est sorti de Mbuji-Mayi. Oui. Mbuji-Mayi aujourd'hui est resté au niveau, terre à terre, pendant que ce sont les autres qui ont bénéficié de cette position de premier producteur industriel du diamant. Alors, c'est ça qui conduisait en fait les objectifs du colonisateur quand il est arrivé. Et il est arrivé jusqu'à interdire, par exemple, dans la région de Mbuji-Mayi, tu ne pouvais pas entrer dans cette région sans autorisation et sans justification. L'autorisation venant de l'autorité territoriale. Ok. Oui. Tu ne pouvais pas entrer sur le territoire de Mbuji-Mayi, là où il y avait l'exploitation de mines et tout cela, sans l'autorisation des choses. Ce qui fait qu'à l'accession du pays à l'indépendance, Mbuji-Mayi n'était qu'un village presque vide. Okay. Donc Mbuji-Mayi était protégé par le colonisateur en disant que non, bon voici, ceux qui sont placés là-bas vont protéger justement leurs intérêts, mais ne tenant pas compte du développement de ces coins-là. Non, c'est ça. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, pour essayer un peu de faire un parallélisme, aujourd'hui, vous pensez que ce système-là existe toujours, donc maintenir l'extraction des richesses dans les milieux ruraux, dans les territoires, les provinces, au bénéfice de la capitale? Bon. Quelle est votre impression, s'il vous plaît? Oui, c'est ça. L'impression que j'ai est le suivant. Le même système colonial continue. Et comment il continue? En ce sens que Mbuji-Mayi jusque-là, l'exploitation du diamant industriel ne profite pas à la population. Voilà. À part les cités des travailleurs qu'on a construits, avec tous les aménagements intérieurs. En dehors de ça, Mbuji-Mayi l'AMIBA n'est pas intervenu dans le développement du reste de la population. Aujourd'hui, Mbuji-Mayi est une grande ville, en ce sens que si vous débarquez à Mbuji-Mayi, vous allez trouver beaucoup de constructions. Ce sont des constructions faites par des individus après l'indépendance. Surtout au moment où on avait créé Sud Kasai, avec surtout cette déclaration du responsable de l'époque, Kalonji Mulopwe, lorsqu'il a dit que vous pouvez vous servir du diamant comme vous voulez. Alors la population s'est enrichie. C'est enrichi. Chacun a essayé un peu de trouver par où vendre comment. Donc c'était vraiment de l'individualisme. De l'individualisme, les gens ont construit. C'est ce qui fait que aujourd'hui on dit que le Mbuji-Mayi, les gens sont pauvres. Moi je dis que non, il y a des classes en Mbuji-Mayi. Il y a des classes des gens riches en Mbuji-Mayi, très riches. Il y a des classes moyennes, donc les travailleurs de l'AMIBA ou bien les travailleurs
dans les entreprises créées par les individus là et tout cela. Et puis, il y a la classe qui jusqu'aujourd'hui pense à la main tendue. Que donc les pauvres, qui ont la main tendue. Qui n'ont pas pu aussi accéder ni autre chose. Pourquoi? Parce que il n'y a pas eu suffisamment, il n'y a pas eu beaucoup de création d'emplois. Les créations d'emplois qui ont été créées par les individus congolais, c'était des créations d'emplois qui préservaient leurs intérêts. Mais ça n'était pas parti très loin. Et maintenant, aujourd'hui, si nous pouvons parler aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut renverser le système maintenant? Parce que nous parlons de la base, parce que la base Mbujimai n'a jamais profité de ces richesses. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons faire à ce que nous renversons? Renverser le système, il faut reconnaître d'abord les acteurs qui sont sur le terrain. Okay. Ces acteurs dont je parle d'Mbujimai, ils œuvrent dans le cadre du secteur informel, pas du secteur formel. En ce sens que les activités, les transactions ne sont pas suffisamment saisies par les instances de l'État. Okay. Donc il faut redynamiser d'abord l'État. Il faut que l'État arrive à mettre en place, pas simplement des structures, mais des lois et des règles qui sécurisent ces gens-là. Comment sécuriser ces gens-là? Aujourd'hui, par exemple, un entrepreneur congolais, on a vu sur Kassamba. Oui, Jean-Marie Kassamba. Sur Télé 50. Sur Télé 50. Une Congolaise qui venait des États-Unis qui dit qu'elle s'est investie dans l'importation de véhicules. Oui. Mais quand elle importe des véhicules au Ghana, au Sénégal et tout cela, les tracasseries, de ce côté-là, elle ne rencontre pas de tracasseries. Au contraire, elle trouve des actions qui encouragent en fait ce qu'elle est en train de faire. Mais si elle importe, ça passe par Matadi ou des choses pour le Congo, elle dit qu'il y a même le risque de perdre tout. Donc vous voyez que l'investisseur congolais n'est pas protégé suffisamment par les lois, ça c'est un. Des deux, il y a une mauvaise mentalité aussi des Congolais qui peuvent avoir un caractère politique, qui peuvent avoir simplement un caractère de haine ou de jalousie. Beaucoup de Congolais n'aiment pas voir un autre Congolais s'enrichir. Mais, papa, ça c'est, on dit la jalousie, la haine, ce sont des sentiments qui naissent en l'homme. L'homme ne vient jamais avec la jalousie, mais il la rencontre dans la façon de vivre. Oui. Comment est-ce que nous pouvons inverser cette valeur-là en créant l'amour dans l'homme afin que les Congolais ne puissent plus se haïr? Prenons l'exemple d'Mbujimai, comme vous aviez dit. Comment est-ce que nous avons tous suivi cette cacophonie des gens d'Mbujimai qui n'arrivent pas à se mettre d'accord? Est-ce que l'origine de cela ne vient-il pas de la façon coloniale qui était tout simplement prendre et aller se développer ailleurs et laisser la contrée à ses propres à son propre sort. Ainsi est né, vous aviez dit que non, il y avait le roi Mouropoué qui a dit vous pouvez bénéficier de tout sans toutefois mettre les règles à suivre. Voilà, c'est ça. Est-ce que la question est de savoir maintenant comment est-ce que nous pouvons faire maintenant, parce que c'est de l'actualité, nous devons changer. Ce que nous pouvons faire maintenant, c'est quoi? Nous devons, comment je peux dire, la fois passée on en avait parlé également sur ce plateau. Je disais que c'est un problème culturel, c'est un problème spirituel, c'est un problème d'éducation. Quelle est l'éducation que nous avons? Quelle est la culture que le Congolais que nous avons? Nous venons de parler ici, par exemple, de la haine. Ça fait partie de l'éducation, de la culture du Congolais. Oui. Bon.
je peux, par les circonstances, parvenir à être élu, député ou quoi. Pourquoi je dois m'en vouloir à quelqu'un qui n'est pas élu député, Oui. mais qui excelle dans les affaires? Au niveau de famille, il y a ce comportement-là qui est réel. Oui, mais ne pensez-vous pas que si vous aviez parlé des lois, vous aviez parlé de ces organisations-là, des lois ou bien des structures qu'on peut mettre en place, oui, pour obliger les gens qui sont sur le terrain à respecter ces lois-là? Et comment est-ce qu'on peut le faire? Exactement. Sur terrain, on a déjà un avantage, c'est-à-dire que les gens sont plus proches des vertus traditionnelles. Oui. Et c'est plus facile avec des lois d'encadrement, avec une formation, une éducation, arriver facilement à maîtriser la situation à ce niveau-là. En revenant un peu aux valeurs traditionnelles pour faire ressortir l'importance de cela. Je donne un cas que personnellement j'ai vécu. Le Kasaï oriental a créé un mouvement, pas un mouvement, mais en fait une structure, Codesco. Codesco, c'était une ONG de développement. Et Codesco avait fait des analyses du développement du coin. Et il y a eu beaucoup d'idées qui ont été consignées dans les travaux qui ont été effectués par des intellectuels du coin qui étaient venus de par ailleurs. Oui. J'ai eu personnellement à m'intéresser à une des idées, c'est-à-dire que les intellectuels avaient constaté qu'il y avait un gisement de ciment du côté d'une localité qu'on appelle Katanda. Oui. Alors, comme nous avons toujours ce problème de jalousie et tout cela, il était difficile au niveau de la Codesco de faire sortir vraiment une entreprise qui regroupait en fait tout ce monde-là. J'ai pris l'initiative d'essayer de créer avec une personne ou deux personnes une entreprise, et nous avons pris contact avec certains investisseurs américains. Nous les avons amenés en Bujimaï. Nous les avons amenés sur le site. Ils avaient très bien apprécié ça. Donc on était sûr de lancer cette cimenterie, c'est la cimenterie, très rapidement, et qui avait aussi des répercussions sur l'endroit où nous avions prévu pour construire les barrages qui devaient produire l'électricité. Mais qu'est-ce qui a fait capoter ce projet-là? Personnellement, j'étais déçu, en Bujimaï même. Ces investisseurs américains étaient logés dans certaines maisons de la Miba. Moi j'étais logé aussi chez mon grand frère. Très tôt matin, je vois ces Américains qui atterrissent là où j'étais. Ah non, écoute, ça ne va pas, on est venu nous menacer là-bas. C'est-à-dire que les chefs coutumiers ne se sentent pas impliqués aussi dans la Ils étaient impliqués parce que les travaux de Codesco avaient rassemblé tout le monde. Beaucoup de gens et puis donné du travail. Le problème, c'est le problème de la tête, ou plutôt simplement cette réaction sentimentale qui est spontanée, qui n'est pas réfléchie. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Peut-être ça venait du fait que ces gens-là n'ont pas retrouvé leur compte aussi là-dedans. Bon. Quand ces Américains m'ont parlé de ça, je me suis levé, j'ai fait convoquer une réunion dans la salle de la MIBA. Tout le monde était venu, même ces chefs coutumiers. Je leur ai dit ceci. Vous avez été à la grande conférence de la Codesco. Vous connaissez tous les projets qui ont été prévus à la Codesco. Un des projets, c'est celui dont de la cimenterie. La cimenterie ici. Vous vous plaignez que les Américains sont arrivés, ils ne sont pas venus vous voir. Tu peux arrêter.